Bonjour à tous et bienvenue en direct sur les chaînes parlementaires. Nous prenons tout de suite la direction de Creil, dans l'Oise, où François Hollande présente ses vœux aux armées. On l'écoute. Un outil de défense capable de nous permettre de faire face à toutes les menaces. Je dis bien un des rares pays au monde, parce qu'il conjugue une qualité exceptionnelle de matériel, des compétences techniques reconnues et le professionnalisme de personnel particulièrement bien formé. C'est cette conjugaison d'équipements de qualité, d'hommes et de femmes de haut niveau technique et également une stratégie et une doctrine appuyées par les moyens budgétaires qui sont accordés à la défense. C'est toute cette conjugaison, cette harmonie qui nous permet d'être un grand pays. Il n'y a pas de grand pays au monde qui ne soit doté d'un outil de défense. Et j'ai pu, une nouvelle fois, en venant ici à Creil, en faire la vérification. En effet, la base de Creil est un symbole, avec ses 3300 agents militaires et civils. Elle regroupe des unités qui concourent aux 3 missions fondamentales définies par le livre blanc de la défense. La première de ces missions, c'est la protection de notre territoire, la sécurité de nos compatriotes. Cette protection, elle est assurée par la permanence opérationnelle et notamment avec l'escadron des Cigognes. La seconde mission, c'est l'intervention, avec ici des escadrons de transport, Vercors, Ventoux, Estérel, qui s'illustrent particulièrement ou se sont illustrés au Mali et en Centrafrique. L'intervention, c'est la capacité de nous projeter à l'extérieur et de pouvoir ou sauver des populations, c'est le cas en Centrafrique, ou de lutter contre le terrorisme, c'était le sens de l'opération au Mali. Enfin, la dernière des missions, c'est la dissuasion. Et là encore, la base de Creil, avec le centre opérationnel des forces aériennes stratégiques de Taverny, y répond. Vous êtes, si je puis dire, une synthèse, un résumé de ce que nos forces armées doivent accomplir. J'associe une fonction majeure et insuffisamment soutenue dans le passé. C'est la fonction de renseignement, avec la direction du renseignement militaire, mais aussi le Centre militaire d'observation par satellite et le Centre national de ciblage, dont j'ai pu apprécier le rôle avec la base de défense de Creil dans le soutien de nos opérations extérieures. Pour répondre à ces exigences du renseignement, au-delà de la discrétion et du secret, il y faut des matériels de plus en plus sophistiqués et en même temps des personnels de mieux en mieux formés pour décrypter ce que le renseignement, les images peuvent renvoyer. Et là aussi, vous êtes dans l'excellence. Mais au-delà de la base de Creil, je tiens à m'exprimer à l'ensemble des armées, des militaires comme des personnels civils, pour vous dire toute la satisfaction qui est non seulement la mienne, mais celle de la nation tout entière, représentée ici par les élus, devant l'efficacité dont vous avez pu faire preuve toute l'année dernière et qui sera encore au niveau de l'excellence cette année. À chaque fois que, comme chef des armées, j'ai fait appel à vous, vous avez répondu dans des conditions exceptionnelles de réussite. Et c'est une grande fierté pour le chef de l'État, mais pour le pays tout entier. J'ai pu, à plusieurs occasions, depuis que
j'occupe cette fonction, vérifier moi-même la qualité de nos armées. Lorsque j'ai accédé à la responsabilité de chef de l'État, j'ai pris une décision conforme à un engagement que j'avais porté devant les Français, qui était le retrait de nos forces d'Afghanistan, ou plus exactement des unités combattantes, à la fin de l'année 2012. C'était un engagement, mais ça aurait pu être aussi une épreuve. Et ça a été une prouesse militaire, technique, car le retrait s'est fait d'abord en parfait accord avec nos alliés, en lien avec les autorités de l'Afghanistan, mais surtout dans des conditions de préparation qui nous ont permis non seulement de sortir nos matériels, et il y en avait beaucoup, et aussi nos personnels, sans qu'il y ait la moindre difficulté, je veux dire par là, sans que nous ayons à subir quelque perte que ce soit. Je veux ici en remercier tout particulièrement le chef d'état-major de nos armées qui a eu dans ce dossier un rôle tout particulier. Aussitôt étions-nous sortis d'Afghanistan avec nos forces combattantes que j'étais amené à solliciter nos armées pour nous engager au Mali. C'était le 11 janvier et nous étions confrontés, ou plus exactement le Mali était devant une agression venant de terroristes qui déjà occupaient le nord de ce pays. Il nous fallait à la fois arrêter l'offensive et permettre la reconquête. Qui aurait pu penser qu'un an après cette décision, non seulement nous aurions pu atteindre cet objectif d'arrêter l'offensive et de permettre au Mali de retrouver l'intégrité de son territoire, mais que dans cette année-là, l'année 2013, il y ait des élections, d'abord présidentielles, ensuite législatives, qui permettent au Mali de retrouver non seulement la stabilité, la sécurité, mais aussi la légitimité pour les autorités qui représentent cette nation. Si ces objectifs ont été atteints, c'est grâce à vous. Nous avons maintenant la situation bien en main. L'opération Serval a été un succès reconnu non seulement par les Maliens, et ils l'ont manifesté, par nos compatriotes qui ont pu là aussi en être légitimement fiers, mais par l'ensemble de la communauté internationale. Et chaque fois que je suis reçu au nom de la France, en Afrique, mais bien au-delà de l'Afrique, tous les chefs d'État ou de gouvernement me rappellent combien notre intervention a pu être utile. Utile pour le Mali, utile pour le Sahel, utile pour la lutte contre le terrorisme, utile pour la sécurité et la paix dans le monde. Vous avez ainsi contribué à fortifier encore l'influence de la France. Au Mali, l'essentiel de la mission est accompli. Le ministre y était il y a encore quelques jours, je devrais dire quelques nuits, parce que c'était celle de la Saint-Sylvestre. Et il y avait, je l'ai vu, une certaine ambiance qui montrait que les armées sont capables de combattre, mais aussi de fêter les moments de joie qui peuvent être les leurs. Oui, notre mission, elle est en train de s'achever au Mali. Les effectifs passeront de 2500 à peu près aujourd'hui à 1600 au milieu du mois de février, puis déclineront jusqu'à 1000, ce qui sera le niveau nécessaire pour faire face à toute menace qui pourrait ressurgir, car les groupes terroristes sont encore présents, au moins dans la région. Mais là aussi, aussitôt en avions terminé au Mali, que la situation en Centrafrique
appeler une nouvelle fois notre intervention. En Centrafrique, ceux qui ont de la mémoire, et il y en a ici, savent que les forces françaises ont toujours été de multiples façons présentes dans ce pays. Et encore au mois de mars, lorsque un coup d'État, un coup de force, a écarté un président qui lui-même était venu dans un coup d'État au pouvoir pour installer un autre à Bangui, nos soldats qui étaient dans l'opération Boali ont dû déjà, et c'était au mois de mars, assurer la sécurité, au moins celle de nos ressortissants, car nous en avions et nous en avons encore en Centrafrique. Mais à partir du mois de mars, et surtout à la fin de l'année 2013, une spirale de violence a entraîné la Centrafrique dans une confrontation interconfessionnelle et dans un drame humanitaire d'une ampleur que ce pays, qui en avait pourtant connu, n'avait jamais traversé. C'est pour cette raison que j'ai décidé l'opération Sangaris. C'était le 5 décembre dernier. C'est-à-dire une fois que le Conseil de sécurité, c'était le jour même, s'était prononcé pour nous fournir le cadre légal sur le plan international pour nous permettre de venir au secours d'une population qui vivait des exactions et des massacres. Nous ne sommes pas venus seuls en Centrafrique, puisque les Africains, dans le cadre de la force MISCA, y étaient déjà présents et ont eu à renforcer leurs effectifs. Depuis un mois, j'allais dire un mois seulement, 1600 soldats français conduisent avec les Africains une mission périlleuse dans son exécution, mais claire dans ses objectifs. Quels sont-ils? Rétablir la sécurité, d'abord à Bangui et dans l'ensemble de la Centrafrique, qui, je le rappelle, est un pays grand comme la France et la Belgique réunies. Ensuite, éviter de nouveaux massacres. Avant même que nous soyons intervenus, au moins 1000 Centrafricains avaient été assassinés, et parfois des femmes et des enfants. Depuis, il y a encore des exactions, mais sans commune mesure avec ce qui était avant notre présence. La troisième mission que nous avons à accomplir, c'est de permettre l'accès de l'aide humanitaire. Chacun sait qu'autour de l'aéroport de Bangui, il y a des dizaines de milliers de personnes qui se sont réfugiées là parce qu'elles ne savent pas où aller pour se protéger et qui espèrent là, ce qui n'est d'ailleurs pas sûr, avoir un peu plus de sécurité que dans leur propre quartier, ce qui crée une situation humanitaire tout à fait difficile. Et là encore, ce sont nos soldats, et soyons-en fiers, qui permettent à cette population de survivre, tout simplement. Certains, il y en a toujours, et c'est bien légitime, s'interrogent sur le bien fondé de cette intervention, d'autres sur la durée. D'ailleurs, c'est assez classique, chaque fois qu'il y a une intervention, on se demande quand est-ce qu'elle va finir, alors même qu'elle n'a pas commencé. Et on voudrait, et je comprends parfaitement cette réaction, en terminer le plus vite possible. Et c'est d'ailleurs notre intention. Mais pour ceux qui ont encore des doutes sur la raison qui justifie la présence de vos camarades que j'ai rencontrés avec le ministre de la Défense ces derniers jours, et dans un moment qui était particulièrement douloureux, puisque 2 d'entre eux venaient, hélas, de décéder. Oui, quelle est la raison de notre présence? C'est tout simplement de répondre à des questions simples. Quelle serait aujourd'hui la situation en Centrafrique si la France était restée indifférente à la dérive de ce pays, dans une région
l'Afrique centrale qui est déjà en grand désordre, le Sud-Soudan, la République démocratique du Congo, et tant de mouvements rebelles qui se réfugient, y compris en Centrafrique. Oui, quelle serait aujourd'hui l'ampleur des exactions, des massacres, si la France était restée les bras croisés, alors qu'elle a des forces, elle est la seule nation extérieure à l'Afrique à en avoir, à côté de la Centrafrique, puisque nous sommes présents au Gabon et au Tchad. C'est-à-dire, nous aurions été à côté, nous aurions assisté à ces catastrophes et nous aurions attendu que d'autres viennent agir à notre place? Non. Il fallait que nous puissions être là avant qu'il ne soit trop tard. Car ce serait en milliers de morts aujourd'hui que l'on compterait les victimes de cette tragédie. Alors c'est vrai, nos forces assument un travail difficile, très difficile, auquel des militaires ne sont pas toujours préparés. Les militaires, ils cherchent un adversaire. Ici, en Centrafrique, il n'y a pas d'adversaire. Il y a des belligérants qui veulent se faire la guerre entre eux, des groupes armés qui veulent garder leurs moyens de destruction pour aller chercher querelle à leurs voisins. Alors on demande à des militaires de s'interposer, de désarmer, et c'est ce qu'ils font. Et je veux ici leur apporter une nouvelle fois, non seulement mon soutien, mais surtout ma reconnaissance. Il y aura dans quelques semaines des décisions importantes qui seront prises en Centrafrique, pour la Centrafrique. D'abord, l'Europe s'impliquera davantage. Un Conseil des ministres des Affaires étrangères européens est prévu le 20 janvier. Et ces ministres décideront des moyens à accorder pour que l'Europe soit présente, pour que le drapeau européen soit également planté là, en Centrafrique, en soutien humanitaire, puisque c'est de cela que l'Europe doit essentiellement se préoccuper. Il y aura aussi des décisions qui seront prises dans le cadre des Nations unies pour que ce qui est aujourd'hui une force africaine, avec l'opération Sangaris, devienne une opération de maintien de la paix. Ça prendra du temps, parce qu'il y a des règles, il y a des étapes à franchir. Alors, durant cette période, nous devrons être là, avec les Africains, dont la présence va également être renforcée. Nous devons laisser les Centrafricains et les Africains décider de l'avenir politique de ce pays. Des autorités provisoires qui ont à prendre des décisions pour, à terme, oui, je dis bien à terme, là aussi, préparer des élections et assurer une transition démocratique. Pas facile à dire en Centrafrique quand il n'y a plus d'État, quand il n'y a plus d'ordre, quand il y a ces violences, que d'imaginer qu'il puisse y avoir des élections. Et pourtant, c'est bien ce que nous vous avons à chercher aussi, en Centrafrique comme partout ailleurs. C'est bien que les démocraties ensemble puissent agir ensemble, se prémunir ensemble contre les menaces de demain. C'est pourquoi je suis attaché à l'Europe de la défense. Mais, en même temps, la France doit jouer son rôle. Et c'est la raison pour laquelle elle a déployé d'importants moyens militaires en Afrique. J'en ai beaucoup parlé devant vous, mais aussi dans la zone Antilles-Guyane, où nous avons également des missions à accomplir, ou en océan Indien. La France, elle a à agir chaque fois que ses intérêts sont menacés. La France, elle agit avec ses alliés, ses partenaires, et notamment européens. La France, elle agit toujours dans le cadre de la légalité internationale. Sa démarche, elle est fondée sur le droit. Elle le fait, elle ne peut le faire que parce qu'il y a des militaires des trois armées et de la gendarmerie nationale qui
contribuent à l'excellence de notre capacité militaire. Et donc, je veux ici, en cette occasion solennelle, en ce début d'année, saluer la mémoire de vos 9 camarades qui sont tombés au combat au cours de l'année dernière, au Mali et en Centrafrique. Je veux saluer leur courage exemplaire qu'ils ont incarné jusqu'à leur dernier souffle de vie, en donnant le plus bel exemple qui soit de patriotisme. Je pense aussi aux blessés, nombreux, qui portent la marque des durs combats qu'ils ont livrés pour la France, notamment au Mali. Tout à l'heure, en même temps qu'on me présentait les moyens du renseignement, je rencontrais un certain nombre de ces militaires qui ont sauté en parachute au Mali, dans la zone la plus dangereuse, avec des températures qui défient même les lois de la nature humaine, et qui ont pu éprouver ce qu'était la dureté du combat. Je veux ici les saluer. Le métier des armes, c'est beaucoup plus qu'un métier. Et c'est pour cette raison qu'il appelle notre respect, mais aussi notre attention au regard de la condition militaire. Les ministres y travaillent parce que c'est leur obligation. Il ne s'agit pas simplement de commander avec les chefs qui sont les vôtres. Il s'agit aussi de faire en sorte que la communauté militaire se reconnaisse dans un projet et soit elle-même respectée. À cet égard, je ne peux pas admettre les dysfonctionnements qui se sont produits dans ce qu'on appelle le système louvois. Le mot dysfonctionnement étant déjà lui-même sujet à caution, parce que c'est tout le système qui est en cause. Comment demander à des personnels de s'engager sans compter au risque de leur vie et ne pas leur verser leur solde en temps et en heure? C'est inadmissible. C'est pourquoi les erreurs du logiciel sont en train d'être corrigées, mais qu'il faudra tout changer, c'est-à-dire l'ensemble du dispositif. Et je tiens à ce que cet objectif soit réalisé, et c'est l'engagement du ministre Le Drian. Je suis également attaché aux structures de représentation des militaires. Le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire, comme vos ministres, me tiennent régulièrement informé de vos préoccupations, notamment les interrogations qui sont les vôtres sur l'évolution de la qualité du soutien de proximité, la réforme des bases de défense, mais également des problèmes matériels qui vous tracassent, la politique de l'avancement, la qualité des équipements, la reconversion, les problèmes statutaires. Toutes ces questions touchent aux conditions mêmes de l'exercice de votre métier. J'ai donc demandé au ministre Le Drian de répondre le plus précisément possible à toutes ces interrogations, et il le fera forcément dans le cadre des moyens qui sont alloués à la défense nationale de notre pays. Il s'est battu au sens civil du terme, au sens politique du terme, pour un budget de la défense qui puisse être préservé. Il a obtenu satisfaction, non pas parce que c'était lui, non pas simplement parce que c'était moi, mais parce que la représentation nationale l'a voulu ainsi, et parce que c'était une nécessité. Chacun connaît les difficultés que nous rencontrons sur le plan budgétaire, la nécessité de diminuer même la dépense publique si on ne veut pas solliciter le contribuable. Il y a une tendance à toujours penser que ce sont les autres qui doivent faire l'effort. Mais je note que pour la défense, le budget a été strictement maintenu, ce qui est exceptionnel dans le cadre de la politique budgétaire que nous conduisons. En contrepartie, néanmoins, des efforts ont été demandés, une fois encore, au personnel. Et je sais ce que ça représente
réforme après réforme, ajustement après ajustement, toutes ces mobilités qui sont imposées, ces fermetures d'un certain nombre de bases, et ce que ça peut provoquer pour des collectivités, pour des territoires, pour des personnels. Mais c'est la condition aussi pour que nous puissions redéployer des moyens. Parce que quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est de bien former les personnels, de bien les utiliser, mais c'est aussi d'avoir des capacités en termes d'équipement qui soient au plus haut niveau. Une armée n'est respectée que parce qu'elle est capable de mobiliser des équipements. Pas simplement d'en vendre, il le faut, mais surtout d'en détenir pour nous-mêmes, d'en acheter quand c'est nécessaire, et de pouvoir répondre à toutes les menaces, et de ne pas se trouver dans une situation qui peut arriver, où on ne peut pas transporter nos personnels parce qu'on n'a plus les avions, où on ne peut pas avoir des renseignements précieux pour la sécurité même de nos soldats, parce qu'on n'a pas toujours le matériel correspondant. Et c'est la raison pour laquelle nous avons veillé, et moi en particulier, à ce que nous puissions renouveler un certain nombre d'équipements. L'entrée en service de l'avion A400M, qui a d'ailleurs effectué sa première mission opérationnelle en livrant 22 tonnes de matériel, fin décembre au Mali. L'armée de l'air a reçu 2 drones Reaper qui participeront à la fonction stratégique de l'anticipation et de la connaissance. De la même manière, et j'ai été sensible aux programmes qui m'ont été présentés pour le renseignement, mais qu'il convient aussi de renouveler, c'est MUSIS et CERES qui ont été notifiés il y a 3 semaines et qui, bien sûr, se mettront en place progressivement. Ils représentent la nouvelle génération de satellites d'observation optique et électromagnétique. Et puis, il y a d'autres modernisations, je ne vais pas les citer toutes, mais il y a le remplaçant du missile Milan, il y a le volet véhicule du programme Scorpion. Pour la marine, 2014 sera l'année de livraison des 60 premiers missiles de croisière, qui représentent un véritable bond stratégique. Je ne sais pas d'ailleurs si un missile peut faire un bond stratégique, mais enfin, c'est ce qui m'est présenté. Il y a le nouveau standard du Rafale, qui vaudra aussi bien pour la marine que pour la Medlair, à l'instar du nouvel avion ravitailleur multirôle. Voilà ce qui aussi permet à la France non seulement de pouvoir intervenir, non seulement de pouvoir moderniser sa dissuasion, mais aussi de pouvoir être respectée. Nous sommes prêts, et je l'ai encore affirmé au Conseil européen, c'était en décembre, à partager avec nos partenaires européens un certain nombre de matériels, pour des raisons budgétaires sûrement, pour des raisons aussi d'opérationnalité, pour pouvoir agir ensemble. Il y a encore quelques réticences. Il y en a qui veulent faire seuls, qui n'en ont pas nécessairement les moyens, même s'ils nous font la leçon. Il y en a d'autres qui ne veulent pas faire du tout, alors qu'il faut bien aussi assurer collectivement la défense. Il y en a d'autres qui ont des intérêts industriels, et c'est bien légitime. Alors, nous devons les convaincre et agir ensemble. Et la France y est prête. La défense nationale, elle concerne tous les Français, et pas simplement ceux qui la servent. Parce que la défense, elle a pour vocation de veiller sur nos intérêts. Elle est l'affaire de tous. Et c'est la raison pour laquelle je suis très attaché au lien entre l'armée et la nation. Ce lien est multiple. Il y a celui que vous représentez. Il y a aussi la réserve, qui est très importante et qu'on ne salue pas suffisamment. Il y a aussi l'information qui doit être donnée aux Français sur leur armée. Et puis, il y a ces moments aussi de souvenirs, ces moments où on parle de la gloire de notre pays, mais aussi de ses épreuves. 2014 sera l'occasion de puiser dans l'histoire des conflits mondiaux pour mieux comprendre les enjeux de la paix aujourd'hui et le rôle des générations successives pour assurer la sécurité du pays.
Il y aura d'abord les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale et le 70e anniversaire de la Libération. Ce seront des moments forts. Des dizaines de pays vont participer à ces événements au cours des 4 prochaines années. Et leur enthousiasme à traverser la planète pour venir ici nous rejoindre pour ces commémorations nous rappellera que sur les champs de bataille de la Marne, sur les côtes de Provence, sur les plages de Normandie, il y a eu aussi des jeunes qui sont venus nous sauver et nous permettre d'être libres. Alors nous saurons les accueillir, tous ces amis venant de loin, qui viennent parfois se recueillir sur la tombe d'un de leurs lointains parents, ou qui viendront comprendre ce qui s'est produit il y a 100 ans, ou pour la Seconde Guerre mondiale moins longtemps, et qui essaieront de faire en sorte que nous puissions nous retrouver, y compris les belligérants d'hier, pour faire la paix de demain. Je veux avoir une pensée particulière pour ceux qui sont venus sacrifier leur vie pour nous, et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité attribuer la Légion d'honneur à de nombreux combattants étrangers venus il y a 70 ans de tous les continents pour nous aider. Oui, tout étranger qu'il soit, il mérite ce ruban rouge, car ils ont, eux aussi, en servant leur pays et leur idéal, sauvé la France. Ils aiment notre pays, et ils l'aiment encore. Toujours au titre de la Seconde Guerre mondiale, je procède au recensement de tous nos compatriotes titulaires de la médaille de la Résistance et non encore décorés de la Légion d'honneur pour que nous puissions les récompenser. Ce sont des survivants et ce sont des hommes, parfois des femmes, qui méritent également d'être distingués au nom de la République. Plusieurs d'entre vous, peut-être un grand nombre, vous allez être sollicités pour accueillir ou accompagner les vétérans, français ou étrangers, sur tous les lieux de mémoire de notre pays. Faites-leur le meilleur accueil, accompagnez-les et soyez convaincus qu'aucun continent, aucune nation ne peut prétendre préserver sa liberté sans assurer sa sécurité. La liberté, elle a forcément un prix. Ce que nous faisons pour la défense, ce n'est pas simplement pour le statut de la France, c'est également pour préserver nos droits et nos libertés. Et c'est grâce à vous que nous pouvons y parvenir, grâce aux capacités de nos armées, grâce à votre professionnalisme. C'est par vous que la France peut s'engager. C'est par vous qu'elle peut porter un message universel qui est toujours celui de la paix, de la sécurité, de la stabilité. C'est par vous que la France peut rayonner partout dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle je vous adresse non seulement mes meilleurs vœux de réussite pour vos projets personnels, professionnels, familiaux, mais je vous renouvelle ma confiance, mon soutien et ma reconnaissance pour tout ce que vous faites pour le pays. Vive la République et vive la France. Voilà, François Hollande qui vient donc de présenter ses vœux aux armées et au monde combattant en direct de Creil dans l'Oise. Et pour commenter ce discours avec nous, Louis Gauthier, bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à Lyon 1, spécialiste des questions de défense et ancien, à Paris 1, pardon, spécialiste des questions de défense et ancien conseiller du Premier ministre Lionel Jospin, et puis Mickaël Zamès, notre chroniqueur politique. Bonjour Mickaël. Bonjour, ouais. Alors, avant de parler du fond du discours de François Hollande, peut-être un petit mot sur la forme et ce choix de François Hollande de présenter ses vœux devant un Rafale. Oui, ça peut être étonnant. En tout cas, François Hollande transformé en VRP. Il faut dire qu'il faut essayer de le vendre, notre avion. On a eu du mal déjà au Brésil qui nous l'a retoqué. Là, cette fois, on essaie de le vendre un petit peu partout en Inde. Donc, vous voyez, ce choix du Rafale derrière lui, alors que là, actuellement, on voit François Hollande en train d'écouter la Marseillaise devant ce Rafale. Ça peut être une image
assez étonnante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, l'expert militaire. Il est à Creil, sur une base militaire. Il le rappelle d'ailleurs, sa venue elle est symbolique aussi des missions confiées aux armées, qui rappelle d'ailleurs dans son discours la projection, la dissuasion, la protection du territoire, auquel évidemment les avions Rafale participent comme les meilleurs équipements de notre aviation de combat. En tout cas, pas mieux comme image pour montrer qu'on est le chef de guerre, en tout cas. Exactement, et chef de guerre. François Hollande, tout au long de son discours, a bien sûr longuement parlé des deux conflits dans lesquels il a engagé la France durant son quinquennat. On va y revenir. Et chef de guerre, Michael, c'est peut-être un terrain sur lequel on n'attendait pas forcément François Hollande au début de son quinquennat. Oui, depuis 2012, c'est vrai qu'il nous a surpris. Une surprise d'une part sur cette décision sur l'Afghanistan, cette décision également sur le Mali l'an dernier. Et c'est là où vraiment on a vu une transformation de François Hollande, s'approprier l'objet militaire, aller chercher les cartes, discuter avec les chefs d'état-major, et puis cette décision également d'intervenir en Centrafrique. Il a presque surpris ceux qui le connaissaient, non pas eux étaient surpris du choix de François Hollande, mais ceux qui le connaissaient un petit peu moins, qui ne s'attendaient pas à François Hollande, chef des armées, chef de guerre, va-t-en guerre, ont peut-être été surpris de cette décision, mais ceux qui connaissent aussi François Hollande savent qu'il aime surprendre. Et François Hollande, qui ne maîtrisait pas forcément les questions militaires au début de son quinquennat et qui a appris à aimer le dossier finalement. D'abord, va-t-en guerre certainement pas, chef de guerre de fait, mais il est surtout, vous l'avez rappelé, chef des armées constitutionnellement. Donc la surprise me surprend. Il est logique qu'assumant cette fonction présidentielle, il incarne cette fonction de chef des armées. François Hollande, oui, et quand vous dites que dans ce domaine, il n'avait pas dans le passé souligné beaucoup d'attention, c'est oublier qu'il a été longtemps rapporteur du budget de la Défense, qu'il a appartenu à cette commission de la Défense. Il était élu d'une circonscription dans laquelle il y avait des industries d'armement. Donc c'est un dossier qu'il connaît. Si vous repreniez des interventions très anciennes de François Hollande comme jeune député, vous voyez que les questions de défense ne sont pas des questions qu'il ignorait. Et c'est vrai qu'on le voit dans ce discours aujourd'hui, dans ses vœux adressés aux forces des armées, qu'il maîtrise complètement ce discours. C'est-à-dire qu'il a très peu lu, à part sur des choses très techniques, des annonces vraiment techniques, peut-être qu'on détaillera ensemble. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup parlé du rôle de la France, de l'état des armées, qu'il connaît aussi très bien. Et puis vraiment, il a rendu hommage aux forces militaires, étant très fier de cette armée. Et le fait qu'il assume complètement sa politique vis-à-vis de l'étranger et vis-à-vis de la France à l'étranger, notamment de la France en Afrique. Oui, moi ce qui me frappe, c'est la maîtrise formelle, qui renvoie aussi à une maîtrise du calendrier, une maîtrise de ses décisions. Il inscrit en permanence son discours, au départ dans les décisions qu'il a prises en matière de formatage ou de réforme des armées, le livre blanc, la loi de programmation militaire, et puis ensuite le calendrier de sa gestion des opérations extérieures, le retrait d'Afghanistan, le Mali, les décisions d'engagement récentes sur la République centrafricaine. Justement, la maîtrise du calendrier, c'est l'annonce de François Hollande pendant ses vœux. François Hollande qui a détaillé donc le calendrier de retrait des forces au Mali. Des forces qui passeront de 2500 actuellement à 1600 au mois de février, a-t-il dit. Puis ensuite, seulement 1000 soldats pour faire face à la menace. C'est l'annonce de ses vœux, Louis Gauthier. Oui, alors il y a à la fois sur le Mali la réorganisation du dispositif. Il fait aussi dans son discours des différences très nettes entre les deux opérations. Un engagement sécuritaire, la lutte contre le terrorisme au Mali et la nécessité d'une présence, même si on se retire, pour maintenir un dispositif de surveillance des mouvements qui ont causé ce conflit. Et puis l'engagement humanitaire en République centrafricaine avec le rappel malheureusement des nombreux massacres, exactions, difficultés qu'a connu ce pays dans le passé. Et au fond, on le voit bien en creux de cette intervention sur la République centrafricaine, il y a le démenti de l'enlisement. Il souligne d'ailleurs, beaucoup de commentateurs, à peine au bout d'un mois, commencent à parler d'enlisement. On n'est pas, et c'est là où le contraste avec l'Afghanistan le montre bien, on n'est pas dans une opération dans laquelle ce sont des objectifs militaires qui impliqueraient des risques d'escalade et d'engluement. Là, il le dit, on est dans une logique d'interposition, éviter des massacres, et il le souligne. Si nous n'avions pas été là, qu'est-ce qu'on aurait dit? Et nous avons empêché, en tout cas, une escalade des massacres. Donc, à la fois, il précise bien la nature, les objectifs de la mission confiée à nos armées, et en même temps, il conjure, il élimine, il écarte la crainte du risque de l'enlisement.
Pour Louis Gauthier, il n'y a pas de risque d'enlisement, Michael. Ça veut dire que politiquement, l'entrée en guerre en Centrafrique ne risque pas de devenir une épine dans le pied de François Hollande, finalement, dans les mois à venir? Bon, on l'a vu en tout cas dans les sondages, c'est vrai que les Français ne comprenaient pas trop l'intervention française en Centrafrique. On a bien compris qu'il y avait un problème humanitaire, qu'il fallait absolument intervenir. Ça, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Simplement, c'est vrai que c'est un coût, c'est assez loin. Donc les Français ne comprenaient pas très bien. Il fallait aussi lever les doutes. Et c'est ce que peut-être a essayé de tenter aujourd'hui François Hollande. Il l'avait fait aussi lors de ses vœux télévisés le 31 décembre. Il est possible, en tout cas, qu'il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Ça, c'est évident. Et François Hollande l'a très bien rappelé également. Il faudra que ça dure le moins longtemps possible. C'est exactement la phrase qu'il a employée, les mots qu'il a employés. Et on imagine aussi que pour les forces armées sur place, il faudra que ça dure le moins longtemps possible. Il ne faudrait pas que ça dure très longtemps. Et puis surtout, il ne faudrait pas que l'Europe s'engage un peu plus. François Hollande espère que l'Europe s'impliquera davantage. Est-ce que c'est possible? Et les Africains aussi. Il y a évidemment l'intention, mais ça, après tout, c'est sur le terrain. C'est une situation quand même extrêmement compliquée, difficile. Il l'a lui-même évoqué dans son discours, où il faut s'interposer, désarmer. On n'est pas dans une mission militaire où on cherche à obtenir des buts militaires, des buts de guerre. Et donc c'est une opération difficile, c'est une opération qui peut s'inscrire dans la durée, en tout cas dans la durée de la stabilisation d'une situation. Il a appelé un calendrier politique interne avec des élections. Donc ça, je crois qu'il faut pas... il serait trop tôt pour évoquer là une fin anticipée de l'opération. En revanche, là encore, il rappelle un calendrier, ce qui est une forme de rappeler les autres à leurs responsabilités. D'abord, le calendrier européen. Il y a un rendez-vous le 20 janvier, et il met au pied du mur les Européens pour prendre leur part, leur responsabilité dans cette situation, et notamment ces situations d'urgence humanitaire pour lesquelles ils ont pris un certain nombre d'engagements communs à travers les déclarations sur l'Europe de la défense. Et puis l'ONU, transformer cette opération en opération de maintien de la paix, et puis bien sûr, au premier chef, les pays africains qui sont, et les forces multilatérales africaines qui sont impliquées dans la mise en place de la MISCA. Alors, est-ce que la France, François Hollande, vous l'avez dit, a justifié cette opération? La France ne pouvait pas ne pas intervenir. Cependant, est-ce que la France peut vraiment rétablir seule, ou avec le seul soutien des forces africaines, la sécurité en Afrique? Est-ce que c'est possible? Non. Il y a une phrase qu'avait évoquée j'avais employé Lionel Jospin en 97. Vous vous rendez compte, déjà dans des affaires qui mettaient en cause les problématiques de violence en République centrafricaine, ni interférence, ni indifférence. Je crois qu'aujourd'hui, on est au fond dans une même logique. Pas d'interférence politique, aux Africains de trouver eux-mêmes les issues de la stabilisation politique de ce pays. Les issues régionales, parce qu'il l'a aussi souligné, la situation autour est elle-même périlleuse. On n'a pas parlé du Darfour, du Sud-Soudan, du Congo, etc., où les situations sont aussi troubles et doivent inquiéter la communauté internationale. Mais pas d'indifférence devant des risques de massacre. On a tous vu ces photos de morts, d'enfants mutilés, et les forces françaises ont été là pour empêcher une escalade de cette violence. Donc cette ingérence humanitaire est encore la bonne solution, selon vous? Alors je ne sais pas s'il faut parler d'ingérence humanitaire, mais ça c'est un grand débat théorique. Mais en tout cas, je pense qu'il y a eu une action en responsabilité de la France de ne pas laisser faire dans cette situation inacceptable. Encore une fois, François Hollande a parlé de la dépense publique. Il faut diminuer la dépense publique. Est-ce que la France, en ces temps de crise et de baisse des déficits, a les moyens encore de ce type d'opération? Oui, la preuve, elle l'a fait au Mali. Évidemment, nous avons, il l'a souligné aussi, ce serait mieux si on était capable de le faire davantage ensemble avec des Européens. Vous savez, aujourd'hui, les Européens dépensent globalement 181 milliards d'euros par an pour leur défense. Pour être incapable de projeter dans des opérations quelques milliers d'hommes. Et donc la rationalisation des appareils de défense européens est évidemment un dossier absolument essentiel. C'est un gâchis de finances publiques et en plus de ça, c'est un risque d'inefficacité pour l'Europe qu'elle paye là, comme d'une certaine manière elle l'a payé en Syrie en constatant des butées capacitaires dans ses interventions. Donc c'est un vrai sujet.
C'est vrai que la France est très peu entendue sur ce sujet, alors qu'on avait été les premiers à vouloir intervenir en Syrie. On est intervenu au Mali, et derrière, on se retrouve, on y va tout seul, et puis derrière, il n'y a plus personne. C'est un peu ce qu'avait dit aussi François Hollande il y a peu de temps. Il demande à ce que l'Europe intervienne également. Ça sera certainement l'une des consignes du 20 janvier prochain, et une sorte de pot commun où on met l'argent ensemble, et finalement pour le dépenser tous ensemble sur le terrain militaire. Pour l'instant, on est très très loin de tout cela, même si c'est voulu de la part de la France. Il y a pour l'instant des pays qui ne veulent pas vraiment en entendre parler, et notamment un grand pays comme l'Allemagne qui a un peu de mal aussi à comprendre sur le terrain militaire pourquoi est-ce qu'on est intervenu sur place. Donc c'est un pari qui est loin d'être gagné quand même. Alors, pendant ses vœux, à la fin de ses vœux, François Hollande a évoqué ce qui sera le temps fort de son année politique, les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Est-ce que ces commémorations, Mickaël, avec la venue de nombreux chefs d'État, ce sera l'occasion pour François Hollande de se représidentialiser? Il y a des chances, oui, en tout cas ça lui fait très plaisir visiblement le fait que le monde entier vienne en France, des dizaines de pays, a-t-il dit, qui viennent en France pour célébrer, pour voir, pour comprendre ce qui s'est passé durant la Première Guerre mondiale, et puis pour ce 70e anniversaire aussi de la libération. C'est vrai qu'il y aura le président Obama, il y aura la chancelière Merkel, il y aura des pays du monde entier, et donc François Hollande sera au centre de tout cela, ce sera l'hôte principal. Il aura une certaine façon aussi de mettre les leaders du monde entier face à lui, et donc forcément ça le représidentialise évidemment, et puis ça lui donne aussi cette stature du chef d'État qui accueille le monde à ses pieds presque. Louis Gauthier, c'est important pour l'armée, ces moments de commémoration? Oui, il m'a semblé que le deuxième temps de son discours, c'était la proximité. Il l'a marqué sur la condition militaire, la dénonciation des dysfonctionnements du système louvois. Il l'a marqué évidemment dans la solidarité à l'égard des soldats qui sont morts en opération cette année. Il l'a marqué à l'égard des anciens combattants, notamment en annonçant qu'il souhaitait décorer de la Légion d'honneur un certain nombre des survivants qui ont participé au dernier conflit mondial venant de l'étranger. Donc ça m'a frappé, cet aspect. Et au fond, il l'a utilisé pour dire quoi? Pour dire que ces commémorations, il a parlé de moments de gloire, il a parlé aussi d'épreuves, ce sont été des épreuves extrêmement lourdes. Elles sont aussi une occasion pour notre pays de réfléchir à ce qu'est le prix de sa sécurité, ce qu'est la nécessité de la réflexion de la sécurité. Et ces rencontres, qui sont des rencontres plutôt protocolaires, commémoratives avec ses homologues, sont aussi un moment de rappeler ces moments d'histoire qui notamment ont divisé tellement les Européens, et que le projet européen, il est justement fait sur un idéal de réconciliation, mais aussi sur un idéal de sécurité commune et de stabilité. Et il n'y a pas de stabilité internationale que l'on puisse envisager sans que l'Europe ne pèse, et ne pèse plus qu'aujourd'hui. Il a parlé évidemment de ce lien de l'armée et de la nation qui était indispensable évidemment pour comprendre son passé. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour votre analyse de ces vœux de François Hollande aux armées. Alors le marathon des vœux va continuer bien sûr sur les chaînes parlementaires tout au long de ce mois de janvier. Vous le suivrez bien sûr en direct. Demain à partir de 11 h, c'est au tour de Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, de présenter ses vœux. Et puis la semaine prochaine, semaine chargée. C'est Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste, qui ouvrira le bal. Ce sera lundi à 18 h 30. Le lendemain, François Hollande présentera ses vœux à la presse à l'occasion de sa conférence de presse semestrielle. Ce sera à suivre sur notre antenne, bien sûr, édition spéciale. Et puis mercredi, c'est Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, qui présentera ses vœux à partir de 18 h 30. Et jeudi, 3 chefs de partis présenteront leurs vœux. C'est Emmanuel Cos, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, qui débutera, suivi à 11 h 30 d'Harlem Désir, et puis à 17 h 30 de Jean-Luc Mélenchon, le co-président du parti de gauche. Tout ça, ce sera bien sûr à suivre en direct sur les chaînes parlementaires. Tout de suite, Hélène Risser et Déshabillons-les à 19 h. Delphine Girard pour 24 h Sénat. Merci à tous de nous avoir suivis et très bonne soirée sur les chaînes parlementaires.